Le détroit d'Ormuz retrouvera-t-il un jour sa neutralité? Il continue d'être l'instrument de Téhéran pour faire pression sur les négociations avec les États-Unis et en particulier sur le dossier libanais. Le secrétaire d'État américain est arrivé en Suisse pour entamer cette phase de négociation. La délégation iranienne est, elle, composée du président du Parlement ainsi que du ministre des Affaires étrangères. Jordan Klein pour France 2. Le détroit d'Ormuz, à nouveau fermé. Décision prise par le régime iranien en réaction à la poursuite des bombardements israéliens au Liban. L'autre partie était tenue de contraindre ses alliés à cesser le feu au Liban. Nous constatons qu'elle n'a pas rempli ses obligations, ce qui constitue une violation manifeste de l'accord. Depuis, l'armée israélienne dit avoir reçu l'ordre de cesser les affrontements. Quelques heures avant le début des négociations en Suisse censées permettre de trouver une paix durable, c'est une première difficulté. Les Iraniens et J.D. Vance sont déjà arrivés sur place. Avant son départ, le vice-président américain qualifiait le maintien du cessez-le-feu de défi majeur. Le problème majeur, c'est que lorsqu'un tireur intervient, puis riposte, on essaye de créer un cercle vicieux. Il faut stopper la propagation du feu suffisamment longtemps pour instaurer un cessez-le-feu durable. Pour autant, Donald Trump lui menace, cette fois d'imposer un péage américain sur le détroit d'Ormuz. Il n'y aura pas de péage dans le détroit d'Ormuz pendant les 60 jours de la période de cessez-le-feu, ni après l'expiration de cette période, sauf s'ils sont imposés par et pour les États-Unis en cas d'échec de l'accord. Les discussions en Suisse devraient durer quelques jours. Outre la question libanaise, le nucléaire iranien sera l'un des dossiers principaux. Et nous prolongeons notre réflexion avec notre invitée Agnès Levallois. Bonjour, vous êtes présidente de l'Institut de recherche d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous en ce dimanche. Alors après Ormuz, le Liban est devenu le sujet principal pour envisager un accord global et pérenne. Il faut dire qu'il y a un protagoniste qui est Israël, qui ne respecte pas ce que décident Iraniens et Américains pour essayer d'installer une paix pérenne dans la région. Oui, absolument. On voit bien qu'Israël, qui était contre cet accord, parce qu'il estimait que la guerre devait continuer contre l'Iran et qui considère qu'il doit aussi continuer ses opérations telles qu'il les mène au Liban maintenant depuis des semaines. Et donc, on voit bien qu'Israël avait déjà d'ailleurs tenté dimanche dernier, alors qu'on annonçait un accord, et bien des bombardements très forts sur Beyrouth. Et beaucoup d'observateurs ont considéré qu'à l'époque, c'était déjà un moyen de faire capoter cet accord qui déplaît à Israël. Or, on voit que Donald Trump aujourd'hui hausse le ton et donc impose à son allié israélien de respecter cet accord. Et les Iraniens, évidemment, s'emparent de cette question aujourd'hui pour, avant de commencer véritablement les négociations, pour l'Iran, il est hors de question d'admettre qu'Israël continue à bombarder le Liban et donc à violer cet accord. Je rappelle que le lien fait entre les deux terrains, si je puis dire, l'Iran et le Liban, c'est une mesure qui a été imposée par les Iraniens dans la négociation. Là, il y a cette déclaration, il y a quelques instants, d'Israël qui affirme qu'aucune restriction ne s'applique à ses troupes pour éliminer les menaces au Liban. Il y a cette détermination israélienne. Il y a en même temps l'allié, le partenaire américain qui, lui, veut absolument un accord avec l'Iran. Alors, comment conjuguer ces deux agendas très différents ? Très compliqué et on voit bien d'ailleurs qu'il s'agit d'un véritable bras de fer aujourd'hui entre Trump et Netanyahou, que régulièrement Trump fait part de son agacement, un agacement qui est encore plus fort aujourd'hui, qui est parfois même un peu de colère. On a vu J.D. Vance également tenir des propos très durs à l'égard de Netanyahou. Donc jusqu'à quel point Netanyahou va continuer à essayer de mettre en cause l'autorité des Américains. Je crois qu'aujourd'hui Trump ne peut pas accepter d'être mis devant le fait accompli israélien et en même temps celui-ci a tout à fait conscience, Trump a tout à fait confiance que Netanyahou est dans une position où il essaye maintenant de sauver sa peau vis-à-vis des critiques très fortes en Israël contre l'accord, contre le fait qu'Israël n'a pas réussi à imposer son agenda aux Américains dans la guerre qui a été lancée contre l'Iran. Et donc on est vraiment dans ce bras de fer et avec des Iraniens qui considèrent que ils ont tout à fait le droit, ils sont tout à fait légitimes à imposer
que le cessez-le-feu au Liban soit respecté pour continuer à négocier, puisque c'est le premier point de l'accord qui a été signé par Téhéran et Washington. Oui, l'Iran ne veut pas laisser faire, effectivement. Et l'Iran, en plus, quand on observe l'accord cadre qui a été déjà conclu, va avoir les moyens d'être en guerre frontale avec Israël, les moyens militaires, les moyens financiers aussi qui vont se dénouer pour eux. Alors, j'irai pas jusque-là. Je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt des Iraniens, même si un certain nombre d'avoirs qui sont bloqués reviennent en Iran. Je pense que la priorité des autorités iraniennes aujourd'hui, c'est de faire redémarrer l'économie du pays pour tenter d'éviter de nouvelles contestations trop fortes de la part de la population iranienne, qui est absolument exsangue depuis des années et encore plus depuis cette guerre qui a été lancée fin février. Donc oui, évidemment que ça donnera plus de marge de manœuvre aux Iraniens pour soutenir le Hezbollah, mais je ne suis pas sûre que ce soit aujourd'hui sa priorité pour l'après-accord. C'est la priorité dans la négociation qui s'ouvre parce que c'est un levier dont disposent les Iraniens dans la négociation avec les Américains, mais je ne suis pas sûre que les Iraniens utiliseront cette manne dans un deuxième temps de façon massive au risque de remettre en question tout ce qui va peut-être, et je mets évidemment beaucoup de conditionnels dans cette négociation qui s'ouvre aujourd'hui. Le détroit d'Ormuz a concentré les échanges pour signer, afin de signer cet accord cadre. À présent, c'est le dossier libanais. On a l'impression qu'on n'arrive jamais dans ces discussions de paix à aborder les sujets majeurs, enfin les sujets en tous les cas pour lesquels Israël et États-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran. Oui, ce qui est absolument incroyable dans cette guerre à laquelle nous avons insisté et des tentatives d'y mettre un terme, c'est que finalement le dossier principal pour Trump aujourd'hui, c'est le détroit d'Ormuz, qui était une question qui n'existait pas avant que les Israéliens et les Américains lancent cette guerre et qui se sont fait complètement piéger en donnant un levier considérable aux Iraniens pour peser sur la négociation, et que Israël, en ne respectant pas l'accord au Liban, donne un deuxième levier considérable. Et effectivement, ça remet au deuxième plan la question nucléaire, qui était quand même la question essentielle qui était posée lors des attaques qui ont été lancées le 28 février dernier. Et donc, on voit bien que là, il y a un échec stratégique pour moi de la part des Américains et des Israéliens dans toute cette période, toute cette séquence qui s'est ouverte le 28 février. On voit bien que l'absence finalement claire d'objectifs définis par Trump au départ a conduit à une situation qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était à la veille du 28 février. Vous pensez ce sera forcément un accord à minima qui sera signé, un accord en dessous de ce qui avait été signé en 2015 ? Je le crains. Lorsque je vois la façon dont aujourd'hui la négociation est lancée, on voit bien que Trump a absolument besoin d'un accord à l'approche des élections aux États-Unis. En plus, Trump est plutôt quelqu'un d'impatient. Il n'aime pas que les choses traînent. Donc, dans ce contexte, quand on voit l'accord qui a été signé, on voit bien qu'il y a un certain nombre de points comme ça qui sont bien en deçà de ce qui avait permis la signature de l'accord en 2015. Et c'est ce qui va mettre Trump dans une situation un peu compliquée vis-à-vis des critiques, évidemment, qui se font jour aux États-Unis de la part des démocrates, mais pas que, considérant que ce qu'il est en train de négocier est bien en deçà de l'accord de 2015. Je rappelle que la question du balistique est une question essentielle et c'était le reproche qui avait été adressé à Obama parce qu'il ne l'avait pas inclus dans l'accord de 2015. Et bien là, on voit bien aussi que dans cette proposition ou dans l'accord qui a été signé, dans le mémorandum qui a été signé, la question du balistique ne paraît pas être la priorité. On apprend à l'instant, selon des sources proches donc, de cette délégation iranienne qui est arrivée en Suisse, que le détroit d'Ormuz ne rouvrirait pas tant que le cessez-le-feu au Liban ne serait pas respecté. Ce détroit d'Ormuz est devenu un instrument de pression. Il va falloir s'y habituer, on ne reviendra plus jamais en arrière.
Oui, ça, je crois que c'est un fait qui maintenant est absolument acquis. La situation ne sera plus jamais les mêmes. Les Iraniens ont compris qu'ils disposaient d'un levier absolument considérable, qu'ils n'avaient jamais osé utiliser de la sorte dans les conflits précédents. Ils ont maintenant ce levier qui est même de manière beaucoup plus intéressant que le levier du nucléaire, puisque les Iraniens peuvent mettre à travers le blocage de ce détroit d'Ormuz finalement toute l'économie mondiale à l'arrêt ou en tous les cas la ralentit. Donc on voit bien que dans cette affaire, et c'est en ça que je parlais d'échec stratégique des Américains, d'avoir permis aux Iraniens de disposer de cette carte de la sorte, eh bien c'est un point absolument considérable. Mais il faut aussi que les Iraniens fassent attention parce qu'ils ont aussi besoin quand même que ce détroit d'Ormuz fonctionne pour pouvoir exporter leur propre pétrole. Donc ils ont un levier vis-à-vis dans la négociation, mais il faut aussi qu'ils ne soient peut-être pas trop gourmands pour éviter que ce levier se retourne en partie contre eux. On comprend que le détroit ne retrouvera peut-être jamais sa neutralité, mais on peut envisager peut-être une co-gestion du détroit avec les Iraniens, avec d'autres pays du Golfe. Alors, la cogestion, elle pourrait se faire avec le sultanat d'Oman, puisque ce sont les deux pays, l'Iran et le sultanat d'Oman, qui sont riverains de ce détroit d'Ormuz. Et on sait que des négociations ont commencé entre Mascate et Téhéran, aux grandes dames de Trump, qui avait menacé de détruire le sultanat d'Oman lorsqu'il a appris cela. Donc oui, il y a un intérêt partagé de ces deux pays. Maintenant, il va falloir voir sous quelle forme c'est acceptable par la communauté internationale, parce qu'il y a quand même un traité qui, normalement, oblige à la libre circulation du détroit sans paiement de frais quels qu'ils soient, même si aujourd'hui, eh bien, les Iraniens parlent de la possibilité de mettre des frais de fonctionnement, ce qui évite le terme de péage, mais qui finalement remettra en question le fonctionnement de ce détroit d'Ormuz tel qu'on l'avait connu jusqu'au 28 février. Vous parliez tout à l'heure, ce sera ma dernière question, de l'impatience de Donald Trump qui conditionne du coup ces négociations et ces décisions. On entend et on voit que Donald Trump veut gagner des batailles. Hein. Il y a eu notamment ce traité de Versailles signé. C'est vrai que la symbolique était très forte, mais on entend que l'Iran s'apprête à gagner la guerre. Alors moi, je ne parlerai pas de gagnant de la part de l'Iran. Le régime iranien est quand même extrêmement affaibli, même si aujourd'hui il tient, mais il est quand même extrêmement affaibli. Les destructions qu'a connu le pays sont quand même majeures. Le programme nucléaire a été quand même ralenti de façon évidente. Donc, dans ce contexte, de parler de victoire, ça me paraît aller trop loin. Simplement, ce que je dirais, c'est que l'Iran a entre les mains maintenant des leviers, j'utilise ce terme de levier, et que les Iraniens les utilisent au mieux face justement à cette impatience que l'on sait, que l'on connaît d'un Donald Trump. Mais je crois qu'il faut à mon sens, il faut éviter de parler de vainqueur ou de gagnant, puisque la situation finalement est quand même dramatique, et surtout peut-être le grand perdant de tout ça, ou la grande perdante, c'est la société, la population iranienne qui, elle, paye un prix absolument considérable de tous ces jeux géopolitiques, si je puis dire, entre Trump et les Iraniens. Oui, et par extension, bien évidemment, la population libanaise. Je vous remercie beaucoup, Agnès Levallois, d'avoir été avec nous. Merci à vous.